Je sais que vous avez entendu beaucoup de conférences où il a été question, en effet, de jardins remarquables et de plantes admirables. Et dans les conférences qui suivront, il en sera encore question. Et moi, je vous parlerai aujourd'hui de quelques jardins remarquables, mais surtout de jardins ordinaires et de plantes banales, celles que cultive la majorité des Français. Alors j'espère ne pas trop vous décevoir et vous montrer que ces jardins modestes ont aussi de l'intérêt. Je voudrais donc vous proposer un parcours qui serait à la fois historique, sociologique, ethnologique, puisque Béatrice vous a dit que je me situais au carrefour de ces disciplines-là. Et donc, je vous parlerai successivement du jardin nourricier, du jardin pavillonnaire, du jardin écologique et du jardin collectif. Alors, je commence par le jardin nourricier, puisque nourrir la maisonnée a été pendant des siècles la raison d'être, l'objectif essentiel du jardin pour la très grande majorité des Français. Pour les paysans, bien sûr, à la campagne, le terme de jardin était synonyme de potager et sa production suffisait à couvrir en grande partie tous les besoins de la famille. La soupe de pain et de légumes, c'était la base de l'alimentation paysanne, mais plus largement, c'était la base de l'alimentation populaire, parce que les artisans et les ouvriers aussi se nourrissaient de soupe. N'oublions pas que la majorité des ouvriers de l'industrie cultivaient des légumes dans le lopin attenant à leur habitation. C'est bien sûr le cas des ouvriers paysans de type traditionnel, dont Leplé décrivait avec beaucoup de précision les menus à la moitié du XIXe siècle, mais c'est aussi le cas dans ces secteurs de pointe que sont le textile, les mines, la sidérurgie. Rappelez-vous, dans Germinal, Maheu cultive son lopin de terre en sortant de la mine et l'on mange chez lui de la soupe du matin jusqu'au soir. Mais pour ceux des citadins vivant au cœur des villes sans la possibilité de cultiver des légumes, les philanthropes du XIXe siècle ont inventé les jardins ouvriers. Alors l'invention vient d'Allemagne. En Allemagne, où les Kleingarten ont été développés en premier dès le milieu du XIXe siècle, et puis à l'extrême fin du XIXe siècle, l'idée est reprise en France, et notamment quand un ecclésiastique, qui était aussi un homme politique, le député-maire d'Hasbrook, l'abbé Lemire, fonde en 1896 la Ligue du coin de terre et du foyer, et c'était pour venir en aide aux plus nécessiteux et leur donner un lopin de terre pour cultiver des légumes et aussi pour prendre l'air. Il faut se rappeler l'extrême misère de la classe ouvrière urbaine à cette époque qui vivait entassée dans des taudis et qui avait de très graves carences alimentaires. Alors en haut, vous voyez cette carte postale qui est éditée par la Ligue aux environs de 1900. On voit la famille posée en habit du dimanche, en tablier blanc. J'espère qu'ils ne jardinent pas avec leur tablier blanc, bien propre sur eux. Et l'idée, effectivement, de la Ligue du coin de terre, c'est qu'il faut régénérer la famille ouvrière qui a besoin d'être régénérée. Il faut empêcher notamment l'ouvrier d'aller dépenser sa paye au cabaret en lui donnant une occupation utile. Et vous voyez en dessous ces jardins ouvriers qui sont régulièrement visités par les notables qui dirigent l'association. Vous voyez le monsieur en redingote et là les ouvriers jardiniers. Les notables veillent à la bonne tenue du jardin. On est dans
là dans une œuvre philanthropique qui est très caractéristique de ce qu'on a appelé le paternalisme et qui est dominant à l'époque. Et puis à droite, vous avez un peu plus tard, puisqu'on voit en fond des HBM et que le costume du personnage a changé, et on est là à Lyon, au pied donc des HBM. C'est dans la période de l'entre-deux-guerres que les jardins ouvriers connaissent une expansion vraiment massive. Les patrons industriels en créent autour de leurs usines. Ici, nous sommes à Villeurbanne, qui est un centre industriel, qui l'est toujours d'ailleurs. Et puis certains autres s'installent dans les zones non édificandi, alors le long des chemins de fer. Ce sont les jardins du cheminot qui existent toujours. Et là, cette zone non édificandi, c'est la zone des forts, au pied des forts qui entourent Paris. Et vous voyez dans ces fossés d'Ivry le défrichement des fossés pour y installer des jardins ouvriers sous la houlette, sous la surveillance d'un militaire, car les jardins appartiennent à l'époque encore à l'armée. Et puis vous les voyez là, un peu plus tard, pas tellement plus tard, mais quelques années plus tard quand même, installés donc le long du mur des forts, photographiés par Robert Doisneau. Et ces jardins, si vous avez la curiosité d'aller les voir à Ivry, vous les trouverez quasiment comme ça. Ils ont d'ailleurs été patrimonialisés puisqu'ils sont inscrits à l'inventaire des jardins historiques. C'est de Robert Doisneau encore, ces deux photographies qui sont parmi les nombreuses photographies qui ont paru dans un livre qui s'appelle La banlieue de Paris, photographie de Robert Doisneau et commentaires de Blaise Cendrars. Je vous recommande tout à fait ce livre qui a été publié d'abord en 1949 puis qui a été réédité en 1987 et dans lequel Cendrars commente cette photo qu'il appelle Le Roi Soleil, en rappelant que Louis XIV a été le premier des banlieusards puisqu'il a quitté Paris pour aller s'installer à Versailles. Et puis de cette photo-là, le commentaire de Cendrars dit « Qui est l'homme à la bêche ?» Je ne sais pas pourquoi il dit « Qui est l'homme à la bêche ?» parce que c'est la femme à la bêche, mais il dit « Qui est l'homme à la bêche ?» et travaille-t-il par atavisme ou par raison? Et la réponse, c'est bien entendu pour les deux. Par atavisme, parce que beaucoup de ces jardiniers qui cultivent ces lopins sont des paysans qui ont quitté leur terre de fraîche date. On est dans la grande période massive de l'exode rural en France. Et puis par raison, parce que on est dans les années 30, que la crise commence à produire ses effets et que la pénurie alimentaire grandit. Et donc c'est pour ces raisons de pénurie alimentaire que beaucoup de ces ruraux exilés viennent cultiver leurs lopins. La Ligue fait une véritable campagne photographique sur le thème du bonheur au jardin, toujours dans ces années 30. Donc on voit la grand-mère en train de garder ses petits-enfants, on voit la grand-mère en train de servir la soupe à la famille, à toute la famille, nombreuse évidemment. Et donc le grand thème, c'est le bonheur au jardin. Il ne faut pas oublier que le problème alimentaire est très important et que c'est quand même la raison principale du développement de ces jardins, qui d'ailleurs atteignent leur nombre encore plus grand pendant la guerre, avec évidemment les problèmes alimentaires de plus en plus cruels. Ils atteignent le nombre de 600 000 environ. C'est une évaluation qui n'est pas tout à fait certaine, ça n'est qu'une évaluation, dont 20 000 dans la banlieue parisienne et 25 000 à Lyon. Il y en a plus encore à Lyon qu'à Paris. Alors après la guerre et pendant la période dite des 30 Glorieuses, sous l'effet de l'urbanisation galopante,
les 9/10 de ces jardins disparaissent. C'est quand même vraiment beaucoup, 9/10. Les terrains appartenaient pour la plupart à des collectivités locales ou à des institutions publiques, et ils sont repris par les municipalités, donc pour construire des HLM, des écoles, des hôpitaux, des parkings, etc. Mais on s'aperçoit au début des années 70, 1971, c'est la création du ministère de l'Environnement. Donc on commence à penser au problème de l'environnement. On s'aperçoit donc de leur utilité comme espace vert et comme espace de loisirs très apprécié d'un large public. Alors on les avait déjà baptisés d'un nom nouveau, les jardins familiaux, que je crois on emploie au singulier comme au pluriel, mais vous voyez, moi-même je dis jardins familiaux au pluriel. Donc c'était surtout pour faire oublier leur passé prolétaire, et on va chercher désormais à les préserver. Et comme les urbanistes et les aménageurs, pour pouvoir construire et construire encore, n'arrêtent pas de dénoncer leur aspect de zone, de bidonville, on se plaint qu'ils ont l'air négligés, à cette époque-là, on leur impose des modèles standards de cabanes et de portillons. Et à Créteil, où j'ai enquêté en 1974, c'était vraiment mes premières enquêtes, ces nouvelles cabanes venaient d'être installées aux grandes dames, et ces nouveaux portillons, comme vous voyez là, ils étaient tous identiques, aux grandes dames des jardiniers qui regrettaient amèrement les cabanes qu'ils avaient bricolées avec amour, avec des matériaux de récupération, comme c'était l'usage. C'était tellement plus grand, tellement plus beau. Les voici encore l'année d'après, quand la végétation a vraiment repris le dessus. Et donc, 20 ans plus tard, j'ai enquêté dans les jardins du fort d'Aubervilliers, donc installés eux aussi dans les zones non édificantes des forts, en contrebas de ces murs. Eux, ils ont tenu à garder leur appellation d'origine, jardin ouvrier, et il s'appelle jardin ouvrier des Vertus, parce que la grande plaine maraîchère des Vertus commençait là. Et d'ailleurs, les jardiniers de ce lotissement continuent à cultiver des variétés qui, d'ailleurs, existent encore dans les catalogues des grainetiers. Le chou Milan gros des Vertus, le navet pointu des Vertus, l'oignon jaune paille des Vertus, et toutes ces variétés, les jardiniers de ces lopins continuent de les cultiver. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça montre que ces petits potagers sont aussi des conservatoires à leur manière d'un patrimoine à la fois culturel et cultural. Et tout ça à 2 pas. On est à 2 pas du métro, là, du métro mairie d'Aubervilliers, et on tombe dans cet extraordinaire foisonnement végétal, avec au fond le grand ensemble des Courtillères, qui est un des immeubles, qui est un des grands ensembles assez chauds de la banlieue parisienne. Alors à l'autre extrémité, eh bien, il y a le potager des riches. Et les historiens se sont intéressés à ceux qui ont donné le ton de la mode et du goût depuis des siècles, à commencer, bien sûr, par le potager du roi à Versailles. Alors voilà le plan du potager tel que La Quintigny l'a établi près du Palais des Suisses, près de la pièce d'eau des Suisses, pardon, au prix de travaux de remblais, d'aménagements absolument gigantesques. Et donc on le voit là avec ces carrés de légumes disposés autour de la pièce d'eau centrale, avec ces très hauts murs qui sont à l'époque, ils ne le sont plus maintenant, traversés, il y a des murs transversaux qui sont plus légers, mais qui permettent de multiplier les orientations et de faire pousser des primeurs, de faire pousser sur les murs eux-mêmes
des arbres fruitiers et de tester ainsi toutes les variétés qui seront non seulement les meilleures, mais qui pourront être les plus hâtives. Il y a toutes sortes de techniques de forçage et de hâtage des récoltes pour avoir les premières figues ou les premiers melons, et qui, en plus, demandaient toutes sortes d'abris de verre, de cloches, de fumier frais, etc. Toutes ces techniques qui ont été reprises ensuite par les maraîchers, d'abord en Île-de-France, mais bientôt partout ailleurs, et qui sont très bien racontées dans ce livre que je vous recommande, qui est le livre d'Historia, où vous apprendrez tout sur les cerises de Montmorency, les pêches de Montreuil, les chasselas de Thomery, etc. Et c'est donc à la consommation de luxe que se doivent le lancement et le développement d'espèces nouvelles, la pêche, la figue, le melon, l'asperge, qui ont figuré d'abord à la table des privilégiés avant de devenir des productions ordinaires, chez les maraîchers d'abord et puis chez les particuliers. Et au XIXe siècle, époque de grande innovation technique et variétale, comme vous l'ont rappelé à la fois Yves-Marie Alain et Isabelle Lévesque, à cette époque, au XIXe siècle, donc, le potager de château se veut plus que jamais un modèle d'excellence et un lieu de dépenses somptuaires. Toujours dans ce livre figure un article de l'historien François Lalliard, que vous trouverez dans la bibliographie, qui prend pour exemple le château de Grosbois au temps du maréchal Berthier, prince de Wagram, puis de son fils, et le potager abonde en espèces rares et variées dont certaines exigeaient l'emploi de 60 cloches et autant de châssis. François Lalliard a retrouvé dans les archives de Wagram des notes de fourniture et par exemple en 1823 des achats de graines de lentilles, de pois, de choux-fleurs, de cardons, de choux de Bruxelles, de plants d'asperges et de 47 figuiers, 130 poiriers, 9 pêchers nains, 8 abricotiers, 3 cerisiers, ainsi que du chasselas de Fontainebleau. Ces variétés demandaient une multitude de soins, du repiquage des choux-fleurs sous châssis à froid à l'éclaircissage des céleris et des cardons, de la préparation des couches chaudes pour les haricots à l'éclaircissage je ne sais plus, mais ça fait rien, tant pis. Le potager aristocratique, je faisais cette énumération en la lisant parce que je suis moins experte que tous les jardiniers ici présents. Le potager aristocratique était bien entendu confié à des professionnels qui devaient être à la fois arboriculteurs et maraîchers, au courant de toutes ces techniques de hâtage et de forçage, le seul but étant de fournir au maître une table opulente où l'on pouvait servir les premiers petits pois, les premières figues ou les premières asperges de la saison, l'asperge étant incontestablement la reine de l'autoconsommation aristocratique. Alors on pourrait dire que le luxe de la table s'est déplacé aujourd'hui chez les grands cuisiniers. C'est étrange, mais c'est les cuisiniers. Certains, comme Alain Passard, font du légume la star de leur menu et ont créé d'ailleurs leur propre potager. Et Louisa Jones, dans ce livre très goûteux, cite d'autres exemples de potagers de chefs, dont celui de Jean Bardet en Touraine, de Michel Guérard en Aquitaine, d'Alain Ducasse en Provence et de bien d'autres encore. Pour revenir au potager ordinaire, il faut constater qu'aujourd'hui, la plupart des gens se sont affranchis du jardinage de nécessité et de la contrainte alimentaire. On aurait même pu croire qu'avec la chute du nombre des agriculteurs, le potager allait disparaître.
Eh bien, il n'en est rien parce que les ruraux non agriculteurs ont pris le relais, les ruraux non agriculteurs qui sont, comme vous le savez sans doute, de plus en plus nombreux à la campagne. Et dans les banlieues aussi, on continue de consommer les fruits et les légumes du jardin. On peut même constater que l'éventail social de ces cultivateurs de potagers s'est élargi, puisque aux ouvriers et aux artisans s'ajoutent désormais nombre d'employés et de cadres moyens, voire supérieurs. Au total, l'autoconsommation des légumes garde une place non négligeable, si j'en crois les enquêtes sur la consommation alimentaire de l'INSEE qui se produisent régulièrement. Pas tout à fait assez régulièrement à mon goût, mais bref. En tout cas, il s'agit moins désormais d'assurer sa subsistance que de cultiver des fraises, des salades, des haricots verts ou des tomates pour des plaisirs saisonniers. Alors des plaisirs saisonniers qu'on prolonge quand même un petit peu hors de saison, en dehors de la saison en tout cas, grâce aux congélateurs dont l'usage s'est très largement répandu dans toutes les classes sociales. Mais il n'empêche que dans la plupart des potagers, on en cultive. Et je vais prendre comme exemple les potagers de la campagne lyonnaise, où on est là à 25 ou 30 km de Lyon, au sud de la zone viticole beaujolaise, et sur les premiers contreforts des monts du Beaujolais. J'aime bien cet endroit parce que c'est un très bon observatoire des mutations actuelles des territoires ruraux qui se trouvent à proximité des villes, là où les changements sont particulièrement notables aujourd'hui. Alors en haut et à droite, vous voyez des cardons. Les cardons dans les potagers, il y en a partout dans la région lyonnaise, parce que c'est une spécialité de la cuisine lyonnaise. Et fin octobre, on demande aux boulangers de donner ces sacs de farine en gros carton pour pouvoir faire blanchir les tiges des cardons. Donc vous voyez encore le rôle du jardin comme conservatoire du patrimoine végétal et du patrimoine culinaire. La maison neuve, là, est celle d'un artisan menuisier et de sa femme qui est aide comptable, et le potager en bas à droite avec ses œillets d'Inde au pied des tomates, c'est celui de la veuve d'un employé au transport urbain de Lyon qui est elle-même jusqu'à sa retraite gardait des enfants à domicile. Question, pourquoi ces gens se donnent-ils la peine de cultiver des légumes? À cette question, les jardiniers répondent toujours « c'est pour manger frais ». Et ils sont intarissables sur les qualités gustatives d'une salade ou d'une fraise cueillie juste avant d'être mangée. À l'axiome « manger frais » s'en ajoute immanquablement un autre: au moins, on sait ce qu'on mange. Et c'est une parole rigoureusement symétrique de celle qu'ont recueilli les sociologues qui ont analysé les grandes peurs alimentaires au moment des crises de la vache folle et du débat sur les OGM. Les gens disaient « on ne sait plus ce qu'on mange ». Beaucoup d'entre vous, je pense, n'ont pas manqué de regarder les documentaires de Marie-Dominique Robin, et notamment le dernier diffusé en février, qui s'appelait « Du poison dans vos assiettes » et qui donnait un peu froid dans le dos. Pour les jardiniers que j'ai interviewés, les légumes du potager ne sont donc pas les meilleurs, pas seulement en tout cas les meilleurs au goût, ils apportent aussi la sécurité alimentaire. Ils me disaient tous qu'ils cultivaient selon les méthodes biologiques, sans pesticides et sans engrais. Bref, j'ai été frappée par l'impact du discours écologique chez ces habitants de la campagne qui sont donc employés, artisans au cadre moyen, et dont beaucoup travaillent en ville puisqu'on n'est pas loin là de la ville.
Alors malheureusement, les bienfaits d'une alimentation saine et les vertus des légumes cultivés chez soi selon les méthodes biologiques ne sont pas les seules raisons du maintien du potager, puisque depuis quelques années, avec la crise économique et le chômage, on voit renaître le jardin vivrier, le jardin de nécessité, sous la forme notamment des jardins d'insertion, mais nous y reviendrons tout à l'heure à propos des jardins collectifs. Et j'en viens maintenant à mon point second, le jardin pavillonnaire, parce que sous sa forme la plus répandue, la part utilitaire du jardin s'est quand même fortement réduite au profit de la part d'agrément, un agrément qui s'est largement démocratisé avec le temps. Comme vous le disait Béatrice Roder tout à l'heure, plus des 2/3, ou pas tout à fait les 2/3, autour des 2/3 des Français disposent aujourd'hui d'un jardin. C'est l'effet du développement massif de la maison individuelle dans les communes périurbaines comme dans les communes rurales pendant ces dernières années. Qu'il s'agisse de maisons anciennes ou de constructions neuves, l'espace décoratif à l'entrée de la maison, qui était autrefois le signe d'un statut social privilégié, est devenu aujourd'hui une règle commune, indispensable à la présentation de soi. Cet espace de devant, qui suppose le retrait des façades par rapport à la rue, apparaît pour la première fois en Angleterre avec le modèle de la cité-jardin, avec la mise en œuvre des théories de Ebenezer Howard, et mise en œuvre pour la première fois par l'architecte Raymond Unwin dans la cité-jardin de Letchworth. Et le modèle s'est ensuite propagé en France dans l'entre-deux-guerres, et notamment dans les cités-jardins construites par Henri Sellier dans toute la banlieue de Paris, à une distance assez courte de Paris, 10, 15, 20 km au plus. Et notamment dans cette cité-jardin de Gennevilliers que j'ai photographiée là en 1985, juste au moment où elle venait d'être restaurée et repeinte en rose, qui n'était pas sa couleur d'origine, mais le rose, vous le savez, était la couleur des années 80. Et donc, le modèle des cités-jardins anglaises est reprise, modernisée aussi, la forme cottage est modernisée, avec ces jardins, toutes ces façades, toute cette continuité des habitations en façade qui font écran et qui abritent les jardins à l'arrière, avec aussi, ce qui est très caractéristique, cette haie basse qui court tout le long des pavillons et qui les sépare de la rue. Alors, si je fais remarquer cette haie de Troène, c'est qu'elle est demeurée très longtemps le modèle des urbanistes et des aménageurs, et que ceux-ci l'ont imposé dans les nouveaux villages des années 70, comme dans les premiers lotissements des villes nouvelles. Et vous la voyez ici croquée par Franquin dans Les Héritiers, croquer cette haie basse qui permet de se parler de chaque côté de la haie, ou même de la franchir, parce qu'elle n'est pas très haute, mais elle marque, comme fait Spirou dans la figure de gauche, mais qui marque quand même nettement la frontière du jardin. En tout cas, la partition entre jardin de devant et jardin de derrière s'est imposée durablement après la guerre, par devant l'espace exposé à la vue, avec sa pelouse, ses arbustes d'ornement, ses objets décoratifs, et puis derrière l'espace utile,
où on cultive des légumes, où on mange en plein air, où on étend le linge, où on répare le vélo. Bref, le lieu qui abrite l'intimité de la vie familiale. Et c'est vraiment le dispositif qui s'est répandu dans les banlieues urbaines et qui, de là, s'est diffusé ensuite dans les campagnes en accompagnant le développement de la construction pavillonnaire à partir des années 70. Voilà, toujours dans cette campagne lyonnaise qui me sert de terrain en observation longue, le décor qui accompagne la construction pavillonnaire des années 70-80, avec ce décor très codifié de plantations, sapins bleus, cèdres, bouleaux, saules pleureurs, avec les vasques et les angelots de plâtre, sans compter tous ces objets ruraux traditionnels qui sont devenus hors d'usage et qui ont été promus en objets décoratifs, les chaudrons, les brouettes, les charrettes. Un décor, bref, qu'on peut trouver désormais un peu partout en France. Les manières de fleurir sont un bon indicateur de l'évolution des goûts et du passage d'un mode paysan traditionnel au style pavillonnaire. Alors on trouve encore quelques jardins à l'ancienne qui sont pour l'essentiel des jardins potagers avec juste un rosier, une touffe de zinnia ou une touffe de dahlia qui accompagnent très souvent les salades et les choux. Plus fréquemment, on voit ces abords de la maison qui sont fleuris avec une multitude de pots, souvent un peu hétéroclites. Il y a des bassines, il y a des marmites qui sont devenues hors d'usage et qu'on a recyclées comme ça. Et puis, de là, on est passé à ce que j'appelle le modèle fleuri, pardon, je viens avant, le modèle fleuri, où l'espace de devant tout entier est consacré au décor. Et là, vous avez une maison ancienne qui a été tellement modernisée qu'elle arrive à ressembler à un pavillon de banlieue avec ce décor donc très codifié. La politique menée par les pouvoirs publics en matière de fleurissement a joué un rôle très important dans l'élaboration de ce décor qui s'est codifié à travers les concours dont la création est liée à la fois à l'idéologie hygiéniste à l'origine et à l'avènement du tourisme. Les premiers concours de villages coquets ont été organisés par le Touring Club dans les années 20, puis à la fin des années 50, ils ont été institutionnalisés sous l'égide du secrétariat du tourisme et ils ont progressivement contribué à forger un code de bonne présentation. En 1972 est créé le Comité national du fleurissement de la France. Je lis, je cite, « Pour entreprendre et susciter toutes actions tendant à assurer et à promouvoir l'accueil, le fleurissement, la propreté, le mot est lâché, la propreté des villes et des villages. » Donc le fleurissement, comme vous pouvez le voir dans ces affiches, est devenu une cause d'intérêt national. Toute cette histoire des concours fleuris a été très bien retracée par l'ethnologue Martine Berg dans une thèse qui vient d'être publiée et que j'ai mentionnée dans la bibliographie qui vous a été distribuée. C'était une histoire largement inédite et qui méritait d'être étudiée de près tellement elle a contribué aux transformations du paysage français. Martine Berg, en outre, a fait de l'observation de terrain dans le Lot, qui est son terrain d'observation, ce qu'on appelle chez les ethnologues de l'observation participante. Elle a fait partie du jury. Elle a donc observé le mode de fonctionnement de ces concours au niveau communal, de district, départemental, régional, national. C'est une énorme machinerie administrative très hiérarchisée, avec toutes sortes d'enjeux politiques locaux qu'elle analyse très finement. Et elle montre bien comment, dans la même période,
évolue le marché de l'horticulture avec une sélection qui s'intensifie, la spécialisation des grandes entreprises et du marché de la distribution, et désormais donc un nombre limité de plantes représente l'essentiel des ventes. Je vous citerai, vous reconnaîtrez, vous les reconnaîtrez toutes dans le décor qui nous environne si souvent: l'agératome, le bégonia, le cyclamen, l'impatience, le muflier, le iéna, la sauge, le pétunia et bien entendu le géranium, sacré roi des balcons, qui n'est d'ailleurs pas un vrai géranium, mais ceci est une autre histoire. De plus en plus souvent, ces annuelles s'achètent, y compris dans les milieux populaires où ce n'était pas du tout l'usage dans un passé encore récent. On fabriquait soi-même ces semis. Ce sont, comme les appellent les horticulteurs, des plantes de fond, parce qu'elles sont de culture facile, que leur floraison dure longtemps, et donc leurs couleurs éclatantes et leur profusion ont fait le succès du modèle fleuri dans le jardin privé comme dans l'espace public. On le trouve donc sur le devant des maisons, sur le devant de la poste, de la mairie, dans les rues, dans les places, sur les ronds-points, bien entendu. Bref, il règne dans la société tout entière. On prend donc la mesure du bouleversement récent provoqué par l'institution à son plus haut niveau quand le Comité national du fleurissement de la France, devenu en 2001 Comité des villes et villages fleuris, a décidé de substituer à ce modèle fleuri si longtemps promu un nouveau modèle et préconiser de nouvelles règles pour les concours. Désormais, les vivaces et les graminées, les fameuses graminées, seraient préférées aux annuelles, les camailleux subtils aux couleurs, aux coloris voyants, et l'aspect libre et paysager à la profusion des plantes en pot. C'est le signe que le vent tourne, mais ne nous illusionnons pas, la préférence pour une nature polissée et bien domestiquée, avec des arbres taillés, des bacs à fleurs, des jardinières suspendues et des ronds-points bien fleuris, est en France une tradition bien ancrée, et aussi bien dans le public que chez les aménageurs et les responsables municipaux. Et donc ce retournement, cette réforme radicale qui date de 1996, a des effets inégaux, pour ne pas dire encore limités. Au bout de 15 ans, je peux vous dire que dans ma campagne beaujolaise, on en est encore très largement au modèle fleuri. De toute façon, les plantes ne sont qu'un élément du décor du jardin, ce décor qui fait les beaux jours du marché des produits de jardin. Et c'est un marché très florissant. L'association qui réunit les fabricants, les producteurs et les distributeurs, qui se nomme Promo Jardin, se glorifie d'un chiffre d'affaires supérieur à celui de la micro-informatique et à peine inférieur à celui de la télévision et de la haute fidélité. Les grandes surfaces et les jardineries qui sont apparues dans les années 70, qui ont donc rapidement supplanté le secteur traditionnel des producteurs et des marchands greniers, qui ne fait plus que 17% au total des ventes. Et la plus grosse partie du marché est occupée par la motoculture de plaisance, l'outillage à moteur et à main, l'équipement d'arrosage, les produits phytosanitaires et les engrais, le mobilier, les barbecues, les pots et autres contenants, les clôtures, les abris, l'éclairage, les jeux, les piscines hors sol, sans compter les pergolas, les treillages, les palissades, les claustras, les parasols, les nains de jardin et autres petits équipements dont les ventes ne cessent de croître. Au total,
les végétaux ne représentent plus maintenant que 28% du total du marché du jardinage. Autrement dit, ce qui nous semble le symbole même du jardin, c'est-à-dire les plantes, n'a plus qu'une place mineure dans ce marché du jardinage. Et j'ajoute que si les politiques de fleurissement avaient pour but d'embellir l'espace privé à l'égal de l'espace public, les jardins ne sont plus toujours visibles de l'espace public comme le recommande le règlement des concours. Il semble même qu'il le soit moins ou de moins en moins dans les zones périurbaines récentes, puisque les haies, qui représentent 30% du marché des végétaux d'extérieur selon Promo Jardin, sont de plus en plus hautes et de plus en plus opaques, jusqu'à servir d'écrin étanche à la maison. Et là, je vais citer à l'appui une autre thèse récente, celle de Pauline Frileux, qui n'a pas encore publié sa thèse, mais vous trouverez un article d'elle dans la bibliographie. J'ai grand plaisir à citer mes jeunes collègues ethnologues dont je suis très contente qu'elles travaillent à leur tour sur les jardins. Pauline Frileux a enquêté dans les lotissements périurbains qui ont été construits entre 1990 et 2000 à Marne-la-Vallée et dans les environs de Rennes. Ce sont ces deux terrains d'observation qui sont habités, ces lotissements, par des catégories sociales aisées, des cadres moyens ou des cadres supérieurs. Les maisons sont cossues, mais les parcelles sont tout à fait exiguës puisqu'elles font 300 à 1000 mètres carrés au plus. Et pour libérer le maximum d'espace engazonné dédié au jeu et à la détente, les plantations ne se font quasiment qu'en périphérie. Si bien que la haie constitue aujourd'hui l'élément majeur du jardin. Pauline Frileux s'est intéressée aux réglementations en matière de clôture qui ont été imposées par les aménageurs et par les urbanistes qui ont proscrit dès les années 60, les matériaux disparates, en bois, en ciment, en fer, en ferraille et tout, toutes sortes de choses, pour imposer des haies végétales. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le choix des habitants se porterait massivement sur des persistants, comme le laurier cerise ou comme le troène, et surtout comme le thuya. Il y a donc eu le règne du thuya. Et puis, le thuya est devenu à son tour la cible des détracteurs du béton vert, qui s'efforcent de promouvoir un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, c'est la haie champêtre ou la haie fleurie, qui joue, elle, sur la diversité des essences, des formes et des couleurs. Et comme elle correspond aux nouvelles valeurs environnementales, elle est encouragée, cette haie champêtre, par les conseils régionaux, les conseils départementaux, les associations de protection de la nature. Elle s'est imposée à partir du moment où les professionnels des pépinières en ont fait leur affaire, qu'ils ont fait des promotions avec ce qu'ils appellent des plantes coup de cœur, et par exemple le photinia qui s'est répandu à une vitesse foudroyante partout en France et qui est cette plante rouge qui est très visible et très gaie, qui réjouit le cœur en tout cas des habitants, puisqu'ils ont une grande affection pour cette plante. Alors ces logiques commerciales s'ajoutent aux réglementations des plans locaux d'urbanisme, aux cahiers des charges des lotissements, et tout ça fait de la haie un objet qui est extraordinairement contraint. Et cette contrainte, elle paraît très pesante aux habitants de ces lotissements,
qui sont pour la plupart des couples jeunes, biactifs, ça veut dire que les deux travaillent, l'homme et la femme, qui ont des enfants et qui n'ont vraiment pas le temps de s'occuper de leur jardin. Le jardinage, c'est vraiment pas leur fort. Ils ont très peu de connaissances horticoles ou botaniques. Leur relation aux plantes est réduite très souvent à l'obsession quasiment obsessionnelle, quasiment maniaque de cette haie qu'ils veulent toujours nickel chrome, comme ils disent. Et puis ils achètent beaucoup en se laissant guider dans leur choix par les pépiniéristes et par les vendeurs de jardinerie. Et ce qui frappe le plus chez eux, c'est la recherche d'intimité, le besoin sans cesse exprimé d'être tranquille chez soi, d'être à l'abri du voisin. Et d'où la hauteur de ces haies, une hauteur, là on voit quand même mieux le modèle fleuri que tout à l'heure, mais ce qui est très frappant, c'est la hauteur de ces haies, une hauteur qui est quasiment extravagante, compte tenu du caractère très exigu de ces lopins. Tellement hautes sont ces haies qu'il faut un engin spécial pour pouvoir les tailler. Alors cet échafaudage, on l'achète à plusieurs et puis il circule entre les jardins. Et donc, il y a cette... donc on est loin, comme vous pouvez le constater, de la haie basse des cités-jardins et des villes nouvelles des années 70. Donc il faut nuancer cette volonté toujours exprimée dans le discours d'être à l'abri de son voisin. L'enquêtrice a aussi observé que dans la réalité, la pratique n'est pas si conforme que ça au discours et qu'avec le voisin, les relations sont beaucoup plus cordiales que le discours ne semblerait le dire. Il n'en reste pas moins qu'il y a là le signe d'un surinvestissement de l'espace privatif au détriment de l'espace public, qui est l'espace public vraiment de moins en moins approprié. C'est aussi le signe du repli sur la famille à l'intérieur de la maison abri et de son jardin cocon, quand ce n'est pas derrière les hauts murs des gated communities qui sont réservés, il est vrai, aux plus riches. Alors, le jardin, incontestablement, reflète cette tendance. Mais il ne se résume pas non plus à cette tendance. Et moi, je voudrais insister sur le fait que le jardin est traversé sans arrêt de tendances contradictoires. Donc il y a toujours simultanément une tendance et l'autre. Et donc le jardin est le signe de l'enfermement dans la bulle pavillonnaire, mais il est aussi et contradictoirement porteur de nouveaux dessins et d'interprétations nouvelles des relations entre l'homme et la nature. Et j'en viens à mon point 3, le jardin écologique. Le jardin écologique parce que c'est avec le développement du mouvement écologiste dans les années 70, je reviens à chacun de ces points un peu en arrière, parce qu'il faut chacune de ces tendances les mettre en perspective historique pour mieux les comprendre. C'est donc dans les années 70 qu'apparaît l'idée d'une nature qui est menacée dans sa diversité. Et cette idée, elle n'inquiète plus seulement les spécialistes, mais elle commence à inquiéter même le grand public. Parce que, effectivement, l'appauvrissement considérable de la palette végétale, qui est entraîné par tous ces modes actuels de production, de commercialisation, de sélection, etc., cet appauvrissement de la palette végétale suscite dans le public le désir de retrouver des espèces autrefois courantes et qui ont cessé d'être commercialisées, et qu'il s'agisse de plantes ornementales ou qu'il s'agisse de fruits et de légumes.
Et bien avant les pouvoirs publics, des collectionneurs érudits et des amateurs avertis se sont mobilisés pour la sauvegarde des espèces en voie de disparition, sont partis à la recherche des variétés anciennes et locales, ont lancé des opérations d'inventaire, ont fondé les premiers vergers conservatoires et lancé un très vigoureux mouvement associatif pour la protection de la flore cultivée. Cet engouement du public pour l'horticulture et la botanique, il rappelle celui qui s'était manifesté au XIXe siècle, qui a été, comme on vous l'a rappelé, et en particulier Isabelle Lévesque, l'âge d'or de l'horticulture française et la période où ont été fondées de nombreuses sociétés d'horticulture et de sociétés de botanique. Et beaucoup de ces sociétés existent encore aujourd'hui et se sont même rajeunies, à commencer par la vénérable Société nationale d'horticulture de France. Mais les sociétés nouvelles qui se multiplient dans les années 80 et sur lesquelles j'ai mené une enquête à la demande du ministère de l'Environnement, c'est cette enquête qui a alimenté ce livre que j'ai écrit qui s'appelle Vert Patrimoine. Donc ces associations nouvelles se donnent expressément pour but, inscrites dans leur statut, la protection du patrimoine végétal. Et elles ont acquis une visibilité croissante en organisant des expositions de vente de plantes. Et c'est ainsi que les membres de l'Association des parcs botaniques de France, propriétaires de jardins historiques, confrontés à l'impossibilité de trouver des variétés anciennes dans le commerce pour restaurer leurs jardins, ont décidé de s'organiser entre eux pour s'échanger des plantes. Et parmi les premiers, ceux de Courson, qui ont organisé ces journées des plantes dont vous a déjà parlé Hervé Brunon, au départ créé donc en 1982 pour quelques dizaines de propriétaires et de collectionneurs qui étaient venus échanger leurs plantes, et puis des collectionneurs et des pépiniéristes spécialisés comme Segers, qui est le pépiniériste spécialiste des buis. Et puis le succès a été immédiat, et donc les propriétaires de Courson ont très vite compris que ce pouvait être une source de profit important, puisqu'ils font payer aux exposants leur stand et aux visiteurs l'entrée. Que ce pouvait être un moyen donc d'entretenir et de préserver leur patrimoine. Alors la journée des plantes de Courson, qui se fait maintenant à la fois au printemps et à l'automne, a accueilli cette année 50 000 visiteurs lors de ces deux sessions, et vous observez ce côté bon chic, bon genre de la manifestation de Courson, qui est aussi celui de la fameuse Chelsea Flower Show qui a lieu 3 jours durant à Londres et qui réunit toute la bonne société londonienne. Et d'ailleurs, les propriétaires de ces jardins historiques se sont beaucoup appuyés sur l'exemple anglais qui leur a servi de caution et de légitimation pour organiser ces manifestations et pour ouvrir à cette occasion, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, leur jardin au public. À Saint-Jean-de-Bourgard, la première fête des Vivaces a eu lieu en 1985. Les propriétaires de Saint-Jean sont voisins et cousins de ceux de Courson, mais ils ont utilisé des stratégies tout à fait différentes. Madame de Curel est membre actif de la Société nationale d'horticulture de France et notamment de sa nouvelle section créée depuis peu avant qu'elle ait organisé cette fête, de la nouvelle section plantes vivaces, qui est devenue d'ailleurs la section la plus importante en nombre de la Société nationale d'horticulture de France. Et donc c'est cette section plantes vivaces de la
SNHF qui, à l'initiative de la manifestation, et le public de Saint-Jean-de-Bourgard est très largement celui du réseau associatif. Isabelle Lévesque vous a parlé d'Aglaé à Danson, qui a créé l'arboretum de Baleine au début du XIXe siècle. L'actuelle propriétaire est son arrière-petite-fille et elle a été une des premières à suivre l'exemple de Courson et de Saint-Jean-de-Bourgard. Quant à la propriétaire de Bellecoste, ce qui est un domaine vinicole, elle était à la fois, elle est morte malheureusement depuis, organisatrice d'une exposition-vente qui était très prisée, et elle avait une collection d'iris anciens absolument remarquable. Le mouvement a très très largement dépassé l'élite des propriétaires de châteaux ou de domaines, et lors de mon enquête, j'avais identifié plus de 150 de ces expositions. Et la plupart étaient organisées par des sociétés locales, quelquefois des petites sociétés locales. Elles se tenaient dans les lieux les plus divers, des places de village, des marchés couverts, des salles de fête, des foyers ruraux, des jardins publics. Et puis, il y a eu d'autres fêtes organisées non seulement par des associations, mais à l'initiative d'écomusées ou bien même d'autres institutions. Et c'est ainsi qu'à Saint-Priest, dans la banlieue industrielle de Lyon, une animatrice du centre socio-culturel de la Carnière en a lancé une en 1988, dont le succès a grandi au fil des années. Elle réunit aujourd'hui plus de 10 000 visiteurs qui viennent de toute la région Rhône-Alpes, et elle a lieu désormais non plus dans le centre, mais dans le parc du château de Saint-Priest, qui est voisin, qui est aussi la mairie d'ailleurs, et elle est devenue la 3e en importance au niveau national. Vous notez l'appellation de plante rare. C'est intéressant parce que traditionnellement, l'appellation s'appliquait aux plantes exotiques et aux variétés inédites, et désormais, elle s'applique principalement aux espèces en voie de disparition. Ces espèces qu'on trouvait, je le répète encore, couramment chez les pépiniéristes, encore il y a quelques dizaines d'années, et qui ne figurent plus dans leur catalogue aujourd'hui. Alors, à côté des plantes d'ornement, les variétés anciennes de fruits et de légumes ont aussi leurs amateurs, leurs collectionneurs et leurs expositions, et c'est notamment le cas de la fête des fruits et des légumes de Saint-Jean-de-Bourgard, par exemple, avec la pomme qui occupe une place privilégiée, et côté légumes, la vedette qui revient au cucurbitacé. Alors, je passe sur les foires aux potirons de Transeau, qui sont plus anciennes encore que la foire de Saint-Jean-de-Bourgard, sur les pommades qui ont lieu à Savigny-le-Temple, où vous retrouvez les croqueurs de pommes, car il y a des militants de la pomme qui se comptent par centaines chez les croqueurs de pommes. Et donc, certaines de ces manifestations ont de la vie longue, et puis d'autres sont nouvelles, comme celle des Pyrénées. Et moi j'ai beaucoup admiré tous ces militants qui organisent des stages et des expositions, qui font un travail remarquable pour sensibiliser le grand public. Et c'est grâce à eux que le goût de la botanique et de l'horticulture s'est vraiment répandu. Notamment, par exemple, je citerai cet exemple de la garance voyageuse, qui porte donc le nom d'une fleur banale de bord de chemin, qui en est, je crois, à son numéro 93 pour le printemps 2011. Est-ce que mes calculs sont bons? Est-ce qu'il est déjà 7h30, c'est ça? Presque moins le quart. Donc il faut que je passe un petit peu plus vite. Je voulais vous parler du parc Citroën
et du jardin naturel et de la mise en scène de ce qui est aujourd'hui le sauvage qui est très aménagé et très artificiellement aménagé, avec la mare qui est celle du jardin naturel et qui a servi de prototype et qu'on va retrouver désormais avec ce spectacle ébouriffé qui est celui maintenant des jardins prisés par le public, et les expositions comme celle des herbes au parc floral ont beaucoup contribué à cette diffusion. Et puis j'aborde donc un peu tardivement le problème des jardins collectifs avec les premières tentatives, la charte du jardin dans tous ses états, les premiers jardins collectifs nouvelle manière, qui sont donc tantôt les jardins d'insertion et tantôt les jardins partagés. Un des tout premiers à avoir fait des jardins en pied d'immeuble, c'est ce jardin des Aubiers. Et voilà les jardins sous les appellations diverses qu'ils avaient prises, avec en dernier l'appellation qui est maintenant la plus courante, celle qui a été retenue à Paris. Donc ces jardins, je défile très vivement, le jardin nomade, le potager des oiseaux, avec ses premières ouvertures, dont l'ouverture a eu lieu en mai 2004, qu'on voit fleurir au fil des saisons, avec ce paysage inédit des dessus de cabanes, son plan et ses divers événements, les expositions de sculptures, la plantation de ces choses inédites comme les griffes d'asperges qui passionnent les jardinières. Et puis cette attention qui est très marquée dans les jardins partagés pour la faune et la flore sauvage, surtout la faune d'ailleurs, et le goût pour les mares, donc, dont la mare du jardin naturel a été le prototype et qui est visible par exemple dans ces deux mares-là. L'attention aussi des jardiniers et le goût qu'ils ont de jardiniers bio, donc de fabriquer des composts. Vous en voyez là quelques exemples. Et vous voyez le succès de ces jardins partagés parisiens, donc encouragés par la ville de Paris avec la charte main verte, et leur répartition qui montre que c'est dans le nord et l'est de Paris que le besoin d'espace vert se faisait le plus sentir et qu'il y a donc le plus de jardins partagés. Et je finis par une balade saisonnière avec le jardin Villemain, qui appartient à la dernière génération des jardins partagés, ceux qu'on installe au milieu des jardins publics. C'est le cas du Poireau Agile dans le square Villemain. Le voilà en avril, le voilà encore en avril avec des parcelles privées au milieu des parcelles collectives comme celles qu'on attribue aux enfants. Le voilà en mai. Le voilà avec ce mélange inédit de fleurs et de légumes qui est très caractéristique du paysage des jardins partagés. Et le voilà en octobre et finalement en novembre. Et je finis là en vous remerciant de votre attention.